Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la Philosophia Perennis, représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour. Professeur, au menu de la maïeutique de ce soir, c'est d'individus et de sociétés que nous allons débattre. Avec comme fil d'Ariane de la réflexion 5 questions déjà programmées, dont la première va ainsi. Dites-nous, professeur, est-il possible de considérer que la société est un fait exclusivement humain? Socrate, à l'époque athénienne déjà, vous avez vécu dans une société qui vous a créé tous les tourments du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vivre en société est déjà un problème. Pourquoi? Parce que la vie en société est régie par un ensemble d'institutions parmi lesquelles les lois, les normes, et tout ceci est contraignant par rapport à l'individu. Voilà pourquoi la question de la société taraude l'esprit des philosophes. Dès l'instant que le philosophe réfléchit sur l'homme et qu'il le considère comme un être social ou sociable, alors la question de la société se pose avec acuité. Est-il naturel de vivre en société? D'où vient la société? Est-ce que c'est naturel ou bien c'est contractuel? Est-ce que les hommes sont sociables naturellement ou bien ils ne sont sociables que par calcul? Ces questions se posent Socrate. Pour la bonne et simple raison que vivre en société, c'est perdre une partie de sa liberté. C'est s'aliéner en quelque sorte. Donc le fond sous-jacent de votre question même, la société est-elle exclusivement humaine? En réalité, c'est cela. Nous nous posons la question de savoir si l'ordre social est naturel pour pouvoir répondre de la légitimité des lois, de la légitimité de tout pouvoir politique qui émane de cette société-là et par conséquent de la sociabilité des hommes. Mais pour en revenir à votre question, le mot société est un mot latin d'ailleurs. Socius, ça signifie un compagnon, ou bien en tout cas celui avec qui on est lié par des relations de solidarité réciproque. Par conséquent, la société est un ensemble d'individus, lesquels individus sont unis par des rapports de solidarité réciproque, mais qui sont surtout régis par un certain nombre de principes, comme les normes, les institutions et, pour la société humaine évidemment, le pouvoir politique la plupart du temps. Mais je viens de dire société humaine, ce qui suppose qu'il est possible qu'il y ait des sociétés non humaines. Effectivement, au sens large, la société c'est tout simplement un ensemble d'individus unis par des rapports de solidarité réciproque et évoluant suivant un certain nombre de principes. Ces principes peuvent être des normes, des lois positives, des lois rationnelles, comme ils peuvent être du moins ces principes-là, des lois naturelles. Par conséquent, oui, il y a des sociétés animales. Les hyènes vivent en société, les lions vivent en société, les fourmis vivent en société, les termites vivent
en société. Donc la société animale existe. Maintenant, son mode de fonctionnement est absolument différent de celui de la société humaine. Au moins pour deux raisons. Au moins, je dis bien pour deux raisons. La première, c'est quoi? La société humaine, elle est dynamique. Elle évolue. Pourquoi elle évolue? De même que dans la société animale, il y a des individus, nous aussi, nous sommes des individus. Un individu, c'est d'abord une entité biologique, caractérisée par son authenticité, son unicité, son exclusivité, son originalité, par opposition aux autres individus. Chaque individu a tendance à se faire connaître, non seulement par son identité, mais par son égoïsme. C'est une discussion sur laquelle peut-être nous reviendrons. C'est justement parce que chaque individu a des dispositions naturelles et des acquis qu'il y a possibilité dans la société humaine qu'un individu change de position, qu'il y ait de la migration professionnelle, alors que dans la société animale, chaque individu est affecté à sa station par des dispositions biologiques. Je m'explique. Prenons la termitière. Quand on ouvre la termitière, on reconnaît automatiquement le soldat, automatiquement l'ouvrier, automatiquement la reine. Il en est ainsi de la société des abeilles. Donc chaque individu là-bas occupe une place qui est statique. Alors que dans la société humaine, un professeur peut se retrouver demain président de la République. Un président de la République peut se retrouver demain prisonnier. Donc voilà la mobilité de la société humaine, le dynamisme de la société humaine. Par conséquent, la différence fondamentale, la première différence, c'est cela. Dans la société animale, chaque individu est affecté à sa place par sa nature, alors que dans la société humaine, c'est plutôt des qualifications. En fonction de nos qualifications, nous pouvons changer de posture, de position, ou bien en tout cas de profession. Mais il y a autre chose. La société humaine, justement, elle est surtout caractérisée par des conflits sociaux, des grèves, et même parfois des guerres civiles et la désobéissance individuelle. Personne n'a jamais vu une grève des soldats dans une termitière. Personne n'a jamais vu une grève des ouvrières dans la ruche des abeilles. Mais chez les hommes, c'est d'abord dans la famille que la désobéissance commence. Dans la rue, à l'école, dans la société. Et cette désobéissance, parfois, elle n'est pas seulement individuelle, elle est parfois collective, ce sont les guerres civiles. Ce qui montre que même si nous sommes des êtres sociaux, en même temps aussi, il y a une certaine insociabilité. Mais heureusement, ce sont ces conflits qui rythment la société humaine, Socrate, qui font que la société humaine n'est pas statique. La société animale, elle est statique, elle n'avance pas. Personne n'a jamais vu des abeilles changer de mode de production. Professeur, si vous permettez, quand vous distinguez l'individu animal et l'individu humain, ne peut-on pas voir dans cette distinction-là le travail de l'instinct et de la raison? L'individu animal a un comportement figé qui peut-être serait déterminé par l'instinct, tandis que chez l'humain, c'est la raison qui donne naissance à la liberté et qui fait que donc, quand l'homme désobéit, l'animal obéit. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison, Socrate. L'animal, c'est l'instinct d'abord, mais surtout l'animal est programmé pour être toute sa vie ce qu'il est à sa naissance. Alors que l'homme, justement, il est imparfait, il est inachevé. Par conséquent, il doit développer sa rationalité. Sauf si maintenant, nous sommes dans un cadre purement spinoziste ou bien nietzschéen. Pour eux, en fin de compte, les lois de la raison ne sont rien d'autre que la continuation, la perpétuation ou bien l'écho au niveau de l'homme des lois de la nature. Donc sous ce rapport, il n'y a pas coupure. Mais si je ne suis pas spinoziste ou bien nietzschéen, etc., je dirais effectivement, l'homme est un être rationnel. La preuve, l'homme, on l'éduque, l'animal, on l'élève. Alors, l'homme, on l'éduque parce qu'il peut acquérir des aptitudes qui n'étaient même pas programmées dans son éducation. Socrate a eu des disciples, parmi lesquels un excellent Platon. Je fais partie de ceux qui disent que c'est vrai, Socrate a enseigné à Platon, mais Platon a dépassé Socrate de loin. Et si nous connaissons quelque chose de Socrate, nous le devons évidemment à Platon. Donc ça montre justement, ce qui montre que dans la société humaine, il n'y a pas seulement des individus, il y a des personnes. L'individu humain, il peut, et il est en même temps une personne. Tandis que l'animal restera éternellement
un individu. Alors, la personne, c'est quoi? Évidemment, c'est un mot grec, persona, qui signifie masque. Les Grecs, dans les scènes de tragédie, portaient les masques pour jouer certains rôles. Persona renvoie à un masque. Pourquoi? La personne humaine, pour parler comme Emmanuel Lévinas, a des fins qui la dépassent parce qu'elle est, cette personne humaine-là, un être moral. Il a une certaine moralité qui fait que non seulement il est conscient de son existence, mais il est conscient de l'existence des autres et il la prend en compte et il la prend en charge. Donc je suis personne au sens où je dépasse mon individualité et je tiens en compte la présence d'autres individus qui sont avec moi dans la société et je vais faire de telle sorte que donc l'égoïsme qui est en moi, l'indiscipline qui est en moi et au cas échéant, toutes ces causes de conflits qui sont en moi, si je peux les dompter et les cacher, je vais les cacher. Dans ce sens-là, je deviens une personne en me socialisant. Donc la couverture extérieure qui fait que je devienne sociable, ce sera la personne. Maintenant, l'intérieur qui est occulté pour me rendre sociable, c'est l'individu. Maintenant, cette distinction-là, on ne peut pas l'avoir chez les animaux. Mais vous avez raison, tout revient encore à la disposition rationnelle. Si nous n'étions pas des êtres rationnels, comment pourrions-nous faire le discernement entre le bien et le mal? Comment pourrions-nous apprendre des choses? Comment pourrions-nous avoir la honte? Comment pourrions-nous prendre en compte le regard, la présence des autres et surtout le jugement des autres? Donc voilà en quelque sorte, Socrate, la différence entre la société humaine et la société animale. Merci beaucoup, professeur, de ce brillant exposé. Nous en arrivons maintenant à la deuxième question préparée par le menu. D'où vient l'ordre social selon vous? Question très délicate. L'ordre social, vous savez, le mot ordre est un peu polysémique. L'ordre, c'est la loi. Quand le commandant donne un ordre, on exécute. L'ordre, c'est également l'harmonie, l'arrangement. La salle est ordonnée, ça veut dire que chaque chose est à sa place. Donc, ordre comme loi, commandement, ordre comme arrangement. D'ailleurs, les deux sont liés. Alors, la société animale dont nous parlions tout à l'heure, elle est ordonnée. Très ordonnée. Est-ce qu'elle n'est pas plus ordonnée que la société humaine? Ça dépend. La société animale, elle est statique, elle est stricte, mais chaque individu est à sa place. Les ouvrières travaillent, les soldats font leur boulot, défendent la ruche, et la reine, elle fait ce pourquoi elle a été programmée pour être une reine. Donc, cet ordre-là est un ordre naturel, mais en même temps aussi, c'est un ordre social parce qu'elles vivent en société, les abeilles. Très bien. Dans la société humaine également, il y a un ordre. Cet ordre-là, d'où il vient? D'où vient-il du moins? Les théories et les thèses sont nombreuses et parfois même très contradictoires. Quand je dis ordre, évidemment, c'est dans les deux sens. L'ordre social trouverait, pour certains philosophes, son fondement dans la nature humaine même. Ton disciple Socrate, qui s'appelait Aristote, c'est le disciple de ton disciple, donc c'est ton disciple, a dit « La société est au nombre des réalités qui existent naturellement et l'homme est par nature un animal politique. » Qu'est-ce que veut dire Aristote? D'abord ceci, que la société est naturelle. Nous naissons dans une société. Naître, c'est naître d'une famille. Une famille, c'est déjà une société. D'ailleurs, une famille n'a de sens que par rapport à d'autres individus. Donc, un homme, une femme, l'époux et l'épouse, maintenant, et les enfants. Donc, sous ce rapport-là, pour Aristote, la famille est naturelle. Or, une famille n'existe que dans des villages. Donc, si la famille est naturelle, le village est naturel. Or, qu'est-ce qu'une cité? Une cité, c'est une association de plusieurs villages. Donc, si le village est naturel, la cité est naturelle. Mais il y a mieux. Aristote dit quelque chose de très important. L'homme est par nature un animal politique. Souvent, on oublie
à se replier sur lui-même et à fuir les autres. Donc ces deux tendances sont absolument opposées. Alors la société humaine, nous dit Kant, est la solution qui a été apportée par cet antagonisme des dispositions naturelles de l'homme. Comment? L'homme est imparfait. Il a besoin d'aller vers les autres. Supposons Platon veut aller voir Socrate pour manger chez Socrate, dîner avec lui, discuter avec lui. Mais pour que cela soit possible, il faut que lui, Platon, fasse un peu preuve de dépassement de son égoïsme, du moins qu'il mette en veilleuse son égoïsme, parce que s'il ne la met pas en veilleuse, dès que M. Socrate se rendra compte que celui-là, il n'est venu chez moi que pour manger et pour prendre ma connaissance, mais ça va créer une rupture et il va être rejeté par Socrate. Donc il a besoin, lui, Platon, pour réaliser son égoïsme, pour réaliser ses objectifs, de les mettre de côté, de les mettre en veilleuse, de sorte que donc celui qui le verra, il ne le verra que comme un ami. Voilà comment la société va ruser, en instituant un certain nombre de principes parmi lesquels les lois morales. La morale, c'est quoi? Mais en fin de compte, la morale n'est qu'un ensemble de principes édictés par la raison, qui se rend compte que les hommes tels qu'ils sont faits, si cette raison-là ne leur donne pas des règles de bienséance, des règles de conduite, alors ils ne pourraient pas vivre en commun. Or, aucun homme ne peut évoluer de manière individuelle et de manière isolée. Donc, pour que mon égoïsme se réalise, j'ai besoin de mon altruisme. Autrement dit, nous ne sommes altruistes que par égoïsme. Donc, sous ce rapport-là, c'est la nature qui ruse avec nous et par conséquent, la société, son ordre est naturel à la base. Mais, cette thèse-là, Socrate, vous et moi savons que ça pose problème. Parce que si la société est naturelle, il y a au moins deux difficultés que nous ne pourrons pas résoudre. La première, c'est pourquoi y a-t-il des conflits sociaux? Pourquoi y a-t-il tant de désobéissance? Pourquoi tant de guerres civiles? Pourquoi tous ces problèmes de la société? Si vraiment la société est naturelle et que l'homme est naturellement sociable, mais pourquoi l'insociabilité des hommes? Mais encore plus grave, si la société est naturelle, d'où viennent les lois? Si la société est naturelle, les institutions, qu'est-ce qui les fonde? Si la société est naturelle, le pouvoir politique, l'État, son pouvoir, mais il faudra lui trouver un fondement. On risque de dire que le pouvoir politique est fondé sur la force. Si vraiment la société est naturelle, ça veut dire que c'est le plus fort qui dirige les autres. Mais ça, c'est inacceptable. Donc, vous voyez pourquoi affirmer que l'ordre social est naturel, dans les deux sens du mot ordre, ça pose problème, puisque ça n'en résout. Voilà pourquoi certains philosophes pensent que la société n'a pas un fondement totalement naturel, du moins la société humaine. Parmi ces philosophes, il y a un certain Thomas Hobbes. Hobbes, dans un livre qui s'appelle De qui est, le citoyen, dit que la preuve que les hommes ne sont pas sociables et que la société n'est pas naturelle, c'est que quand les hommes parlent de quelqu'un qui est absent et qu'ils parlent de ses défauts, ils en parlent avec délectation, avec tellement de méchanceté, tellement de méchanceté, qu'on se rend compte que ces hommes-là, en fin de compte, ils ne vivent en société que parce qu'ils n'ont pas le choix. Or, ça veut dire quoi? Si Hobbes a raison, ça veut dire qu'en fin de compte, la société est le fruit d'un calcul. C'est aussi simple que ça. C'est le fruit d'un calcul parce que les gens savent tout simplement qu'ils ne peuvent pas vivre de façon dispersée. La preuve, dès qu'ils sont en société, ils sont en conflit. Et ça nous rappelle justement la très belle métaphore de Schopenhauer, qui est un de vos disciples également du 19e siècle, avant de revenir à Hobbes. C'est une très belle allégorie d'ailleurs. Schopenhauer prend l'allégorie des porcs épics. En soirée d'hiver, il fait excessivement froid, il neige. Mais les porcs épics sont obligés de s'agglutiner. Mais dès qu'ils s'agglutinent, ils se piquent entre eux. Et quand ils se piquent entre eux, ils sont obligés de se détacher du groupe. Et chacun encore va repartir. Mais le froid va les pousser encore, ils vont s'agglutiner. C'est à peu près la même chose que nous vivons, nous dit Hobbes. Les hommes sont naturellement méchants.
ils sont tellement méchants que s'ils peuvent tuer un homme pour assouvir leur dessein, ils n'hésitent pas à le faire. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, sous ce rapport-là, comment se fait-il que les hommes vivent en société? Hobbes dit, c'est parce que les hommes, ils sont naturellement libres à l'état de nature. Ils ont vécu dans l'état de nature. Lui, il ne fait même pas un postulat, ce n'est pas une hypothèse. Pour Hobbes, il suffit de regarder les hommes vivant en société pour savoir que ces gens-là, ils ont certainement vécu, ils ont absolument vécu un état de nature, un état de non-société, où il n'y avait qu'une seule loi, c'est la loi de la nature. Or, la loi de la nature, qu'est-ce qu'elle nous dicte? De faire tout ce qui est en notre possible pour non seulement conserver notre vie, mais encore pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Par conséquent, chaque individu dispose, selon le principe de la loi de la nature, d'une liberté naturelle. Sa liberté naturelle, c'est le soubassement, c'est le fondement, mais également c'est le garant de sa vie. Mais alors, Hobbes nous dit, imaginons que les individus disposant chacun de leur liberté naturelle, qu'ils désirent la même chose et que cette même chose ne puisse pas être partagée. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entrer en conflit. Donc, la liberté naturelle a pour finalité la vie, mais la bousculade entre les hommes les pousse à entrer en conflit. Par conséquent, il y a forcément une guerre généralisée, c'est la guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun. Or, la guerre, c'est la mort. Donc, s'il y a une loi fondamentale de la nature, pour parler comme Spinoza, qui dicte à l'homme ou bien à chaque individu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver sa vie et pour persévérer, elle a échoué, cette loi-là. Pourquoi elle a échoué? Parce qu'elle nous a poussé à entrer en conflit, en guerre. Alors les hommes vont raciociner, les hommes réfléchissent, les hommes calculent. Ils savent que cette façon de vivre les mène au péril. Cette façon de vivre les mène à la mort. Voilà pourquoi les hommes se sont réunis, ils ont fait un pacte social. Le pacte, c'est quoi? Que chaque individu, selon Thomas Hobbes, renonce à sa liberté naturelle, non pas pour la jeter, mais pour la conférer à la collectivité, à la société, à la personne collective, qui est en même temps une personne représentative, c'est la société. C'est une personne collective, mais également elle nous représente chacun. Alors chacun de nous va lui donner la liberté naturelle à cette société-là. Et en retour, la société, qu'est-ce qu'elle nous garantit? Un moment de liberté. La société doit faire de telle sorte que chacun d'entre nous puisse vivre de façon sécurisée et, si possible, de pouvoir s'épanouir. La société, sa vocation, c'est quoi? La concorde et la paix. La concorde et la paix, c'est tout. Pourquoi? Parce que nous avons quitté dans l'état de nature à cause d'une guerre généralisée. La guerre généralisée, c'est la mort. Or, personne ne veut mourir. Or, la seule condition pour que nous ne mourons pas, c'est quoi? C'est que nous acceptons de vivre en concorde, en harmonie. Or, pour vivre en harmonie, il faut que chacun renonce à sa liberté naturelle et qu'il l'aliène à la société. C'est la société maintenant qui va prendre les différentes libertés naturelles et elle va en user pour pouvoir défendre le groupe, mais également pour pouvoir défendre chaque individu. Alors, mais cette théorie de Hobbes également a des limites. Parce que si les hommes renoncent à leur liberté, mais pourquoi ils continuent encore à réclamer la liberté dans la société? Pourquoi? Si c'est un contrat, comme il le dit, un pacte social, et lui-même, Hobbes, il dit ce pacte-là, pour qu'il soit valable, pacte sans sable étant que palabre, il faut forcément qu'on prenne un représentant, un individu qui ne fait pas partie du groupe des contractants, et de préférence même un étranger, et qu'on le choisisse comme un roi qui va nous gouverner. Mais ça montre quoi? Ça montre que les hommes sont si friands de la liberté que peut-être ils n'ont jamais aliéné la liberté totalement. La preuve, dans tous les pays du monde, que nous soyons en république ou bien en royaume, mais les gens sont jaloux de leur liberté. Donc la liberté, est-ce que l'homme peut l'aliéner? Est-ce que l'homme peut vivre sans sa liberté? Archi les plus absolus que l'histoire humaine a connus, même dans les tyrannies les plus sanguinaires, mais les hommes ont émis des critiques. Les hommes parfois sont manifestés et les hommes se sont même
levé et ont renversé beaucoup de monarchies. Par conséquent, dire que les hommes ont renoncé à cette liberté-là, ça pose problème. Voilà pourquoi d'autres penseurs comme John Locke, comme Rousseau, théorisent autre chose. Si je prends Rousseau, lui, il estime que la société, effectivement, n'est pas totalement naturelle. Et lui, il fait une fiction, parce qu'il déclare carrément que l'état de nature n'a jamais existé, ça n'existe pas et ça n'existera probablement jamais. Mais c'est une hypothèse nécessaire. Pourquoi nécessaire? Au moins pour deux raisons. Cette hypothèse de l'état de nature est nécessaire pour savoir ce que la société a fait de nous, mais également pour rendre compte de la légitimité des lois et du pouvoir politique. Alors, Rousseau postule un état de nature qui serait un état de zéro société, 0 degré de société. Les hommes vivraient, ou bien auraient vécu du moins, dans un état de nature où chacun pouvait s'épanouir de son côté dans la nature sans pour autant déranger personne. Autrement dit, les hommes vivaient de façon isolée. La nature était suffisamment abondante pour pourvoir aux besoins de chaque individu. Mais pourquoi donc la société est née? Rousseau dit, j'imagine qu'il y a eu des catastrophes naturelles, comme ça arrive dans la nature très souvent, comme des cataclysmes, comme des tremblements de terre, comme des ouragans, comme des éruptions volcaniques, comme de graves sécheresses ou bien de graves inondations. Quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Les moyens de subsistance se raréfient et les hommes sont chassés de leur milieu. Ils courent comme le ferait tout animal en transhumant pour aller chercher d'autres zones plus clémentes. Alors c'est sur ces entrefaits que les hommes se regroupent, qu'ils se retrouvent par hasard et qu'ils se disent que si on ne change pas notre façon de vivre, nous périrons. Le genre humain périrait s'il ne changeait sa façon d'être, nous dit Rousseau. Essaye de faire quoi? De faire un contrat social. Le contrat consiste à faire quoi? Trouver, nous dit Rousseau, une forme d'association qui protège et défende de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse finalement qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Alors Rousseau dit vraiment beaucoup de choses dans ces clauses, dans ces termes du contrat social. Mais le plus important, c'est ceci, que les hommes, c'est par calcul qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus vivre de façon individuelle. Donc ils ont décidé de s'associer. Mais dans l'association, il y a des conditions. La première condition, c'est qu'il y a une loi qui émane de notre volonté. La loi est l'expression de la volonté générale. La deuxième condition, c'est quoi? Nous aliénons notre liberté naturelle pour recevoir en retour une liberté civile, une liberté rationnelle, une liberté collective. La différence, c'est quoi? La liberté naturelle, c'est dans l'état de nature. Chacun d'entre nous ne compte que sur ses propres forces pour défendre sa vie. Tout ce dont je suis capable, j'en ai la liberté, j'en ai le droit. Mais dans ce cas, ma liberté s'arrête là où s'arrête ma force. Alors que dans la vie sociale, je suis libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la collectivité par le biais de la loi et des institutions, comme les forces de l'ordre, la gendarmerie, etc., qui sont les gages, je veux dire les garants de ma liberté. Si aujourd'hui quelqu'un m'agresse dans la rue, mais la police va intervenir. Si quelqu'un me vole, je porte plainte, la police intervient. Si quelqu'un me frappe, je porte plainte, la police intervient. Donc, la société devient le garant de la liberté des individus. Donc, cette liberté-là, elle est garantie par la loi, elle est garantie par la collectivité. C'est pourquoi on l'appelle une liberté légale, ou bien liberté civile, ou bien encore liberté collective. C'est du pareil au même. Alors, justement, dès que nous vivons en société et que nous savons que la loi à laquelle nous obéissons émane de notre volonté, mais il y a autre chose. Cette autre chose-là, c'est quoi? Nous savons parfaitement que les hommes, parfois, ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Alors voilà pourquoi il nous faut ériger à côté de la loi des sanctions.
à côté de la loi, il faut ériger un pouvoir politique. Et le pouvoir politique qui émane maintenant de ce contrat-là devient un pouvoir politique totalement légitime, sauf que c'est le peuple qui a le pouvoir. Chez Rousseau, il ne s'agit pas de prendre un individu qui nous représente, non. Le pouvoir est entre les mains du peuple, on y reviendra, c'est la forme de la démocratie. Mais dans tous les cas de figure, il y a la nécessité de la sanction. Pourquoi? Parce qu'une loi qui n'est pas nantie de la capacité dissuasive, une loi qui n'est pas nantie de la faculté de sanctionner, cette loi-là, tout le monde va la violer. Rousseau a dit justement à ce propos, Socrate, si quelqu'un ne veut pas être libre, il faut le forcer à être libre. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne veut pas obéir à la loi, dont il est par ailleurs auteur, alors il faut lui contraindre, parce que c'est seulement dans l'obéissance de la loi que la liberté va jaillir et que la liberté a de la garantie. Donc voilà, en quelque sorte, Socrate, plusieurs théories, donc on pourrait prendre Spinoza, John Locke, etc. Mais l'essentiel, c'est de savoir que autant quelqu'un peut défendre la thèse selon laquelle la société est naturelle, en prenant même l'exemple de la société animale, d'autres peuvent défendre la thèse selon laquelle non, la société n'est pas naturelle, elle est plutôt contractuelle, c'est le fruit d'un consentement mutuel entre les individus pour se soutenir et avoir des relations de solidarité réciproque tournant autour des lois. Professeur, je ne voulais pas couper votre argumentaire que je trouve intéressant, mais il me semble qu'au lieu de vouloir opposer une thèse naturaliste et une thèse conventionnaliste, j'ai envie de m'en référer à Alain qui, à mon humble avis, donne la solution la meilleure en estimant que la société n'est pas que naturelle, n'est pas que conventionnelle, mais c'est les deux à la fois. Il me plaît de prendre l'exemple du mariage. Quand on se marie, c'est l'amour qui nous meut entre conjoints, on s'attire, donc on s'attire sans le vouloir, mais tout mariage également est codifié par des lois qui réglementent en fait les devoirs conjugaux de chacun. Tout à fait. Et que donc je considère que à la question d'où vient la société, on pourrait peut-être concilier deux thèses en estimant qu'elle est naturelle au sens où l'homme a besoin de son semblable, mais également les lois ne tombent pas du ciel comme la pluie, il faut bien que l'homme les imagine et les codifie avec des sanctions. Mais Socrate, tu as donné une très belle synthèse justement à cette thèse et à cette antithèse avec cette théorie de Alain. Vous avez raison. Une société totalement naturelle, pour Alain, ce n'est pas une société. Une société totalement artificielle n'est pas une société. La preuve, la vraie société humaine, je ne parle pas de la société animale, c'est une société qui ne nous quitte jamais, même quand nous la quittons. Or, prenons par exemple des sociétés artificielles. Quand je dis société de banque, une banque quelconque, c'est une société. Une banque, tu déposes tes avoirs, quand ça ne marche plus, tu prends tes avoirs. Dans la société humaine, c'est impossible. Parce qu'une fois qu'on est dans la société, on est tellement moulé que même si on devient fou par hasard, ou bien quand on est marginalisé, ou bien même on peut imaginer si on quittait cette société-là et qu'on s'établissait dans une forêt où personne ne vient, ou bien que personne ne fréquente, on continuerait encore à perpétuer la société, ne serait que par sa connaissance, ne serait que par ses habitudes, ne serait que par sa culture, ne serait que par son langage. Donc effectivement, une société, a dit Alain, est un état de solidarité, en partie naturel, en partie voulu. Elle est surtout voulue à posteriori. Pourquoi? Vous avez parlé du mariage. Mais on prend beaucoup d'autres exemples. Quand je vis en société, mais j'y ai mes intérêts. Et personne ne peut dire que la société ne m'est pas utile. La preuve, chaque fois que j'ai un problème, je vais où? Quand on m'agresse actuellement, mais je ne peux que m'en référer à la police, parce que je ne vais pas me faire justice moi-même. Donc, en m'adressant à la police, pour qu'elle me vienne en recours, en aide, je suis en train de reconnaître la validité de la société. Donc, je deviens un contractant a posteriori d'un état de fait qui est naturel. Vous avez entièrement raison. Donc, la société est à la fois naturelle et contractuelle. Merci beaucoup, professeur. La troisième question programmée concerne une clarification conceptuelle. Dites-nous, professeur, que recouvrent les notions d'individu et de personne? Ok. L'individu et la personne, on en parle dans la société humaine.
Et dans la société animale, on ne parle que des individus. Donc là, l'individu, c'est d'abord une réalité biologique, c'est une entité biologique. L'individu est, disais-je tout à l'heure, caractérisé par sa spécificité. Il est surtout caractérisé par son égoïsme. Alors que, comme dit Jacques Chevalier, la personne, elle est ouverte sur ses semblables. La personne a une dimension morale. La preuve, dans la société, Socrate, personne d'entre nous n'est original, authentique à 100%. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes. Il y a au fond de chacun d'entre nous un égoïsme qui nous pousse toujours à ne chercher que nos intérêts, mais nous savons parfaitement que si nous le faisons, alors ça va être une entrave à la réalisation même de nos propres intérêts. Donc nous sommes obligés d'occulter cet égoïsme naturel, et en l'occultant, alors nous devenons une personne, nous devenons un sujet moral. La personne, c'est le sujet. Le sujet, c'est quelqu'un qui a une conscience et une conscience de soi. Il sait discerner le bien et le mal. En fin de compte, si je reviens à Schopenhauer, dont je parlais tout à l'heure, le fondement même de la morale, qui fait de nous des personnes, c'est quoi? Mais le fondement même de la morale, c'est la conversion de l'égoïsme en altruisme. Ça veut dire quoi? Schopenhauer pense que tous les êtres vivants, en particulier les hommes, ils sont animés par une volonté de puissance. Ils sont animés par une volonté de cueillir les biens de la vie et de s'en approprier. Chacun veut être le meilleur. Ça amène quoi? Selon Schopenhauer, cette situation amène une angoisse généralisée. Et nous savons, nous tous, que les biens de la vie, nous ne pouvons pas les avoir tous en même temps. Que nous sommes dans un concours ou bien dans une compétition. Cette compétition, c'est quoi? C'est la probabilité ou bien la possibilité de la guerre. Or, la guerre a besoin. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce que nous faisons? Schopenhauer dit, je vais éviter de faire du mal à autrui, non pas parce que je suis bon, mais parce que je suis égoïste. Je sais que si je fais du mal à Socrate, un jour Socrate pourrait me faire du mal. Je sais que si je parle dans le dos de Socrate, un jour il pourra le faire. Je sais que si je vole les avoirs de quelqu'un, les miens pourraient être volés. Je sais que si je tue quelqu'un, moi-même je pourrais être tué. Je m'abstiens donc de faire du mal à autrui. Et de la même façon, pourquoi je suis généreux? Pourquoi je partage avec Socrate mon pain? Parce que je m'imagine qu'un jour, je pourrais être en situation de détresse et j'aurai besoin d'être assisté. Donc voilà comment, selon Schopenhauer, l'égoïsme naturel va se convertir en altruisme. Or, justement, c'est ça la personne. La personne, elle est altruiste, au sens où elle prend en compte les intérêts des autres et elle peut même, en tout cas selon toute apparence, faire des choses totalement désintéressées. Laisser son intérêt et aller s'occuper de quelqu'un. Et parfois même au péril de sa vie. Comment expliquer qu'un ami de Socrate ait voulu prendre des risques pour faire évader Socrate? Que des amis de Socrate aient voulu se cotiser même pour payer la caution? Comment expliquer ça sinon de l'altruisme? Donc au fond de nous-mêmes, il y a certes de l'égoïsme, ça personne n'en disconvient, mais il y a également une autre partie de nous-mêmes qui nous pousse à l'altruisme, la preuve Socrate. Quand on fait le bien de façon désintéressée, alors même qu'on n'avait pas prévu de le faire, mais on sent une certaine fierté, on sent une certaine grandeur. Donc voilà pourquoi on ne peut pas séparer les deux en réalité. Il y a en nous une partie qui est un individu, mais il y a également une autre partie qui est en nous et qui est une personne. Et sous ce rapport, je ne serai pas totalement d'accord avec Schopenhauer. Ce n'est pas une conversion. Je vais plutôt parler d'un dualisme, cher l'homme. Nous sommes à la fois individu et personne parce que nous sommes une nature dualiste. L'homme est raison, mais il n'est pas seulement raison, il est corps. Il est corps au sens où il a des intérêts, il a des penchants.
ses intérêts, ses penchants, mais ça le pousse à être égoïste. Mais heureusement qu'il a sa raison. Et lui-même, il sait, comme le dit Emmanuel Kant, que sa raison lui fait des remontrances quand il désobéit à la loi morale. Il sait que la raison lui édicte une loi morale qui est inconditionnelle. La preuve. Combien de fois il m'est arrivé, après même avoir réalisé mon intérêt, d'avoir des remords. Alors que j'ai réalisé mon intérêt. Mais ça montre qu'il y a une partie en moi qui me pousse à agir de façon désintéressée, indépendamment d'une histoire de conversion. Donc l'homme est individu, d'une part, mais d'autre part, il est une personne. Pourquoi il est une personne? Parce qu'il a une raison, et sa raison le prédispose à la moralité Socrate. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse. Nous passons maintenant à la 4e question de ce soir. Les normes sociales sont-elles des entraves à l'innovation chez l'individu? Question délicate également, les normes sociales. Qu'est-ce qu'une norme? Une norme, c'est une loi. Pas au sens positif du terme. Les lois positives sont les lois codifiées. Mais nous avons des normes qui sont tacites, des normes qui sont diffuses, qui ne sont pas écrites, mais qui sont dans nos mœurs. Alors dans ce cas, c'est quoi la norme? La norme, c'est ce qui trace la ligne de démarcation entre le permis et l'interdit. Pourquoi? Parce que nous sommes des individus, nous vivons en société et nous avons des penchants qui sont parfois fondamentalement opposés. Donc il faudrait forcément quelque chose entre nous comme des normes pour nous indiquer la limite à ne pas franchir. La norme est un type idéal de comportement. Un type idéal de comportement qui pousse chaque individu à se référer à des valeurs. Ces valeurs-là constituent la terre fertile sur laquelle va germer toute la société humaine. Donc, effectivement, les normes sociales sont des principes, des représentations, et même parfois des mœurs, ou même des comportements, parce que c'est un type idéal de comportement. Je dirais par exemple, Socrate est normal, est une personne normale, parce que Socrate ne vole pas, parce que Socrate n'est pas trop original, parce que Socrate n'est pas un misanthrope, parce que Socrate n'est pas un voleur, ou bien tout simplement parce que Socrate n'est pas un marginal, ou bien il n'est pas un déviant. Donc c'est un idéal de comportement par rapport auquel sont fixés des comportements et sont évalués des comportements. Mais le problème Socrate, c'est quoi? C'est que les normes sociales, elles sont nombreuses, et je disais tout à l'heure, elles sont diffuses. Ça veut dire quoi? Il arrive parfois que je ne puisse pas moi-même savoir là où commence la norme et là où elle s'arrête. Mais plus grave encore, il y a dans la société une double coercition. C'est très grave. La double coercition, c'est quoi? Les normes, elles entrent en contradiction avec elles-mêmes. Dans une même société, il y a des normes contradictoires. Et quand les normes sont contradictoires, qui peut lever sa main et dire qu'il est normal? Parce qu'en me conformant à une norme A, il est parfaitement possible que je sois anticonformiste par rapport à une norme B. Or, ça donne quoi? Ce que vous dites là, professeur, vous en parlez dans un cadre de culture opposée ou dans le cadre d'une même culture? D'une même culture. D'une même culture, la double coercition. Et très bien. Alors, justement, disons à un enfant, ne sois pas docile. On ne le dit pas comme ça, mais on le lui apprend dans la famille. Il ne faut pas être docile. Mais les gens ne réfléchissent pas. Mais quand tu dis à un enfant, ne sois pas docile, tu le mets dans une situation impossible. Pourquoi? Parce que ne sois pas docile, ça veut dire en quelque sorte n'obéis pas. Alors, dans ce cas, on lui a donné un commandement, ne sois pas docile. S'il obéit, il transgresse la loi. Donc la réponse là-bas serait quoi? De désobéir. Or, s'il désobéit, il est docile. S'il est docile, il désobéit. Donc, il ne s'en sort pas. Ne sois pas docile. Mon papa me dit ça. La seule réaction, c'est de dire, papa, je suis docile. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que tu m'as dit, ne sois pas docile.
On ne soit pas docile, ça suffit, soit soumis. Vous voyez? Donc, dans ce cas de figure, quelle va être l'attitude de l'enfant? Quelle va être l'attitude de l'adulte? Lorsque les lois elles-mêmes, elles entrent en contradiction, les lois se violent. Et elles se violent. Je donne un exemple. Dans la société humaine, disons, moi je vis dans une société qui s'appelle le Sénégal. Dans la société sénégalaise, comme dans toutes les sociétés, on a érigé des normes, parmi lesquelles il y a le mariage, parmi lesquelles il y a la chasteté. Un homme doit être chaste, une femme doit être chaste. Mais voici un homme qui est dans le quartier, qui a vécu dans le quartier, il a donc grandi là-bas, il a 35 ans. Il n'est pas marié, personne ne l'a vu sortir avec une fille. C'est ce qu'il doit faire. Mais en même temps aussi, le regard d'autrui va lui dire, mais ce garçon-là, cet homme-là, c'est pas possible. 35 ans, il est là, il ne sort avec personne, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a une norme tacite selon laquelle un garçon, quand il a un certain âge, il doit chercher des copines. Maintenant, comment faire pour s'en sortir? Il y a une loi qui me dit, ne fais pas ça. Une autre loi de la même société me dit, fais ceci. Tu vois, sous ce rapport-là, effectivement, les normes peuvent être de graves entraves à la liberté humaine. Non seulement des entraves, mais même... Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, professeur, comme objection taquine à votre argumentaire, ne fais pas ça jusqu'à un certain âge, mais quand l'âge X arrive, il faudra maintenant t'engager à... Mais justement, mais justement, parce que c'est la société qui me dit, reste chaste. Mais la société ne me garantit pas forcément les moyens de me marier. Elle ne me garantit pas ça. Je peux être dans la société et être même d'une laideur telle que peut-être aucune femme ne veut de moi. Ou bien même si ce n'est pas une question de laideur, je peux être dans la société, mais j'ai tellement respecté la norme de la chasteté que je me suis inhibé. Tellement inhibé que je ne peux pas fréquenter une femme. En fin de compte, qui m'a mis dans cette société, dans cette situation? C'est la société. Donc voilà pourquoi notre existence sociale elle est suspendue à des normes qui non seulement ne sont pas faciles à connaître, mais qui parfois sont totalement antagonistes. Et c'est justement parce qu'elles sont antagonistes que, d'abord, notre liberté, elle est en péril. Mais ensuite, plus grave, c'est parce que ces lois sont nombreuses, difficiles à connaître, difficiles à évaluer, mais également contradictoires, que nous sommes tous potentiellement des déviants, que nous sommes tous potentiellement des marginaux, que peut-être même tout le monde est guetté un jour par la folie. Si on entend par folie, non pas une maladie, mais une exclusion sociale. Parce que les normes n'existent pas sans les sanctions. Les normes sociales sont assorties de sanctions. Quand tu ne fais pas ce que la société veut, elle a différentes sanctions. Elle peut te marginaliser. Elle peut te considérer comme un déviant. Elle peut te considérer comme un fou. Jusqu'à une période récente, les gens pensaient que la folie est une maladie mentale. Mais certaines recherches, en tout cas beaucoup de philosophes, pensent que la folie n'est pas une maladie mentale. La folie n'est rien d'autre qu'un isolement. Ce n'est rien d'autre qu'une exclusion sociale consécutive à quoi? Consécutive à une attitude de défiance et de transgression par rapport à des normes bien établies. Professeur, voici déjà arrivé l'heure de nous quitter. Moi pour retourner dans mon gîte et vous pour remonter à cheval et reprendre la place qui est vôtre dans la gestion des affaires de votre cité. À bientôt, soldats du savoir, pour une autre séance de magnétique. Bonsoir. Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais du fond de ma tombe, je contemple la philosophia perennis représentée par ces milliers de citoyens du monde.
Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour.